C'est un peu le truc que je reproche à l'écosystème, en tout cas depuis qu'il y a plus de Family, mais à l'époque de The Family, je sais qu'Oussama, il était le premier à le dire. C'était qu'il fallait faire de l'argent, absolument. Multiplier les chances, multiplier les opportunités de croissance en étant le plus rapide que la concurrence. Vision que tu as de réfléchir différemment, avec créativité pour optimiser des choses qui existent. L'opportunité du gros est juste monstrueuse pour ces boîtes-là, sauf qu'elles n'en ont pas encore forcément conscience. Le market fit, c'est ça en fait pour moi. C'est même fondamentalement, c'est le mec met sa carte, tu vois. Il paye. C'est vraiment ça, il paye. J'avais jamais fait un call commercial, j'étais pourri au début. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Dufresne. Kevin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Youssef, merci à toi de m'avoir invité. Kevin, je voulais vraiment t'avoir parce que tu es vraiment quelqu'un qui a un parcours en France qui n'est pas trop médiatisé, on va dire sur LinkedIn, etc. T'es pas celui qui est le plus connu, mais en termes de compétences, etc., je trouve que tu as un profil qui est vraiment. Enfin, tu as beaucoup d'expérience, tu apportes vraiment une valeur qui est différente. Et après, quand j'ai regardé un peu ton parcours, j'ai compris pourquoi. Parce que voilà, tu as commencé par deux familles, tu es l'un des premiers formateurs growth en France, tu as fait beaucoup d'entreprises, enfin, je pense que tes formations sont dans le top 5 ici, actuellement en France. Bref, voilà, j'explique juste pourquoi je voulais t'inviter, mais je vais te laisser te présenter parce qu'à mon avis, je pense que ça vaut vraiment la peine que tu expliques qui tu es. Ouais, carrément, bah écoute, avec plaisir, merci pour tout ça, pour tout ce que tu dis. Ouais, effectivement, alors moi, si tu veux, je suis Kevin Dufresne. J'ai commencé, pour revenir encore plus loin, j'ai commencé à rentrer dans le monde entrepreneurial quand j'avais 19 ans, donc j'étais encore au lycée. Et j'avais monté ma première agence digitale. Je faisais des sites internet un petit peu à droite à gauche pour gagner de l'argent. Et puis je me suis rendu compte, en fait, en faisant des sites internet, que la chose qui avait le plus de sens dans ma vie, c'était d'apprendre des choses que des gens ne savaient pas faire. Donc, typiquement, faire des sites internet à l'époque, c'était quelque chose que les gens avaient grave la flemme d'apprendre et donc du coup que moi j'avais mis du temps à apprendre. Et puis du coup, je suis rentré dans l'univers du gros. Je suis tombé, bah, un peu comme plein d'entrepreneurs aujourd'hui, sur des vidéos d'Oussama, qui parlait du métier de gros hacker. Et en fait, quand je l'écoutais parler, je me suis dit: «Mais en fait, c'est exactement ce que je suis». J'ai un profil tech, je fais du marketing, je fais de la vente, je fais du copywriting, même si à l'époque, c'était moins connu qu'aujourd'hui. Et puis du coup, je suis rentré à The Family où j'ai lancé des formations. J'ai formé à peu près une grande partie de l'écosystème, en tout cas startup de The Family à l'époque. Et puis j'ai décidé de partir pendant le confinement pour faire des formations en ligne. J'ai décidé de lancer mes propres formations. Pourquoi j'ai décidé de lancer mes propres formations? Parce que j'avais l'impression que les formations aujourd'hui de gros hacking étaient très théoriques. Et que, en fait, je trouve que les formations n'ont pas la vision grosse entrepreneur, tu vois? Qu'est-ce que le gros hacking? Et pour moi, le gros hacking, et on va revenir un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment un métier d'entrepreneur, c'est un métier de la débrouille, c'est un métier de quelqu'un qui a envie de faire de l'argent, de générer des revenus, de gagner des parts de marché rapidement, sans avoir besoin de dépenser d'argent dans l'acquisition. Donc du coup, j'ai lancé mes formations qui sont uniquement basé sur la pratique et sur des cas d'études que j'ai déjà expérimentés. Ce qui fait que tu montes en compétence en apprenant des «hacks» entre guillemets qui fonctionnent, et tu apprends à utiliser des outils, tu apprends à utiliser des méthodes, tu apprends à construire un business rentable, scalable et bien entendu profitable. Voilà, un petit peu. Parfait, c'est assez clair. C'est vrai que tu es tombé. Voilà, ici, quand je vois un peu le parcours, je me dis, t'as vraiment fait un peu tout, c'est-à-dire que tu as accompagné bah, des familles, tu avais j'ai pas envie de dire la crème de la crème, mais tu avais quand même beaucoup de cas à étudier. Et c'est vrai qu'après ça, si tu arrives avec une formation où il y a beaucoup de pratiques de cas que tu as fait, ben c'est parfait. Moi, je trouve aussi que les formations, il y en a beaucoup qui sont vraiment fort théoriques. Et quand tu rentres un peu dans la pratique, c'est quelque chose qui est plus applicable et du Mmh. coup, ce qui bénéficie beaucoup plus. Ici, tu as parlé un peu on va définir directement le growth hacking, comme ça on rentre dans le vif du sujet.
est-ce que le growth hacking, c'est le côté qu'on voit avec les outils, etc., ou est-ce que tu as une autre vision? Alors, le gros hacking, alors déjà pour les personnes qui savent pas ce que c'est le gros hacking, pour résumer ça en une phrase, c'est des techniques marketing, sales, non conventionnelles qui te permettent d'acquérir des parts de marché, acquérir de la croissance en dépensant, très peu d'argent. En fait, c'est du marketing de start-up, dans l'idée, mais ça, c'est fondamentalement ce que c'est, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est la raison pour laquelle la plupart du temps, les fondateurs ne comprennent pas, ce que c'est le gros hacking et qui voient pas forcément l'impact que ça peut avoir dans leur boîte parce que c'est un métier qui est hyper transversal. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le métier de gros hacker, c'est le métier d'entrepreneur, tu vois? Tous les entrepreneurs sont gros hackers, tous les entrepreneurs sont hackers. Il y en a pas un qui a pas une part de Devil, tu sais? C'est un entrepreneur célèbre qui disait: «Il y a toujours 20 de choses dans un projet qui est un peu dark, sinon il réussirait pas» et je pense que tu as pas d'autre moyen que d'avoir, cet état d'esprit-là pour être entrepreneur. Alors, qu'est-ce que c'est le gros hacking et comment est-ce que tu peux le définir? En fait, il y a une espèce de bataille qui est arrivée, dans les dernières années et qui ont dit, en fait, le gros hacking, c'est du growth marketing et la différenciation qu'on faisait avec le marketing et le gros hacking à l'époque, c'était de te dire que le marketing, tu faisais une action pour un objectif. La différence, c'est que le gros hacking, vu que tu as plein de compétences, tu peux lancer 10 actions en même temps, c'est-à-dire 10 actions dans la journée, 10 actions la journée d'après et voir les choses qui fonctionnent. C'est l'exemple que je te disais quand on avait préparé cette interview, c'est en gros, tu vas dans une fête foraine, le but du jeu, c'est de lancer des cailloux dans un gobelet pour gagner. Le marketeur classique va lancer un caillou après l'autre, le gros hacker va prendre une poignée et va balancer tout dans le pot pour voir si ça marche, quoi. Donc c'est d'essayer, si tu veux, de multiplier les chances, multiplier les opportunités de croissance en étant le plus rapide que la concurrence. Donc ça, c'est un peu, la 1re chose que tu peux dire. C'est inspiré d'ailleurs d'une stratégie de guerre. Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle le Blitzscaling, qui explique comment les plus grosses boîtes aujourd'hui ont réussi à se lancer. Donc il parle de LinkedIn, il parle de Facebook et d'Instagram, en gros les gros d'aujourd'hui et il part d'une stratégie de guerre qui dit que, et qui était réelle, qui sont des vraies stats, c'est, sur, un panel de 1000 soldats, ils étaient les 1000 soldats à la fin de la guerre étaient enfin, en période de combat, on va dire, étaient très fatigués, portaient des choses lourdes, étaient surchargés, étaient mal nourris, étaient déprimés. Alors qu'en faisant des plus petites équipes, des plus petites équipes, de guerre, elles étaient plus pertinentes, plus légères, plus rapides et elles pouvaient remporter des batailles contre des beaucoup plus grosses armées, si tu veux. Donc c'est un peu le jeu, je sais pas si tu te rappelles, mais en gros, tu sais, tu as un jeu comme ça où tu dois bouffer les plus gros, et tu peux te faire bouffer par les plus gros, tu vois? Et en fait, plus tu bouffes les moyens et plus tu grossis. C'est un jeu qui symbolise plutôt bien ce que c'est le gros hacking. L'idée, c'est un peu tu vois, de trouver les moyens de grossir en aspirant des parts de marché, qui sont moins rapides et plus lents, moins performants que toi. Ensuite, sur la dernière chose que je peux rajouter sur le gros hacking, le terme, et c'est pour ça qu'en fait, on a voulu changer le terme, de gros hacking par gros marketing, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de gens qui se sont considérés comme gros hackers alors qu'ils ne l'étaient pas du tout et qui surfaient sur la vague parce que c'est vrai que gros hacker, c'est du marketing de marketing, quoi. C'est-à-dire que tu as rebrandé le nom marketing et en fait, tu te considères comme gros hacker. Sauf que fondamentalement, quand tu expliques un petit peu ce que c'est le terme hacking, quand tu parles de hacking, les gens pensent à pirate informatique. Alors qu'en fait, c'est une incompréhension d'un terme anglais qui est le cracking. Le cracking, c'est du piratage informatique. Le hacking, ça a été défini dans les années 80 par un chercheur à Harvard. Je crois que c'est dans le Harvard, Blog, Review que ça a été publié et en fait, qui a fait un manifesto du hacker et qui définit le hacker comme quelqu'un qui réfléchit avec originalité, astuce et créativité. C'est-à-dire que pour un problème donné, il est capable de réfléchir à une manière totalement différente de le résoudre. Et tu vois, il y a un exemple qui illustrait plutôt très bien, ce côté hack, tu sais, un hack de vie, tu sais, quand tu as l'impression d'avoir optimisé un truc dans ta vie, et que tu te dis: «Waouh, là, j'ai gagné un temps de fou et si j'avais su ça avant, ça m'aurait fait, économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent» et cetera.
Et il y a une histoire que j'aime bien raconter, c'est dans les années 70-80, quand ils venaient de créer les ascenseurs. Euh, la compagnie d'ascenseurs avait fait une étude sur les personnes qui prenaient l'ascenseur, et ils s'étaient rendu compte que la principale cause de plainte de l'ascenseur, c'était la lenteur. Les gens qui étaient dans l'ascenseur avaient l'impression que l'ascenseur était beaucoup trop lent et qu'ils allaient beaucoup plus vite à pied, finalement. Du coup, la compagnie a investi énormément d'argent pour faire accélérer l'ascenseur. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches chez R&D pour faire accélérer l'ascenseur. Ils ont passé de 9 secondes à 6 secondes, en gros, pour pouvoir permettre et améliorer le service client. Ils ont refait une étude à la suite de ça et ils se sont rendus compte à nouveau que le problème numéro un qui ressortait, c'était la lenteur de l'ascenseur. Et puis, à un moment, il y a un designer qui est arrivé dans cette entreprise et qui a décidé d'installer des miroirs dans l'ascenseur. Et il a laissé l'ascenseur comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines, et il a fait une étude juste après, et c'était plus du tout. Après l'étude, il s'est rendu compte que la lenteur de l'ascenseur n'était plus du tout un problème. Pourquoi? Parce que les gens se regardent, les gens se recoiffent, les gens je sais pas, touchent leurs trucs sur leur visage, et du coup, ça les occupe. Et la perception qu'ils ont de l'ascenseur et du temps qu'ils mettent pour arriver à un certain étage est du coup diminue. Et quand tu fais la comparaison entre investir des millions pour faire accélérer un ascenseur et poser quelques miroirs à quelques dizaines d'euros dans un ascenseur, ça, c'est clairement un hack de vie, tu vois? Donc la puissance, en fait, du levier du gros hacking, elle s'illustre plutôt bien par cette, vision que tu as de réfléchir différemment, avec créativité pour optimiser des choses qui existent. Ouais, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur exemple que celui-ci, parce que déjà, franchement, l'exemple, il est marquant, parce que j'y avais jamais pensé, mais là que je me mets à la place des ingénieurs qui ont passé des heures et des heures à essayer de développer, à essayer d'améliorer les performances de l'ascenseur, et puis qui, grâce à un miroir, se disent, ah merde, on n'y avait pas pensé. C'est vrai que, et souvent, le gros hacking, quand j'écoute parce que moi, je regarde beaucoup ça, et j'ai même utilisé, parfois, tu te dis, waouh, le temps que j'ai gagné avec ça. Et j'ai l'impression que c'est c'est le côté guérilla, tu vois, du marketing. C'est-à-dire que c'est fait, c'est des techniques qui sont là plus pour aider le faible que le grand. Le grand les utilise aussi. Mais je veux dire, en tant que petit entrepreneur ou petite entreprise, tu as vraiment beaucoup à y gagner. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, mais je trouve que c'est quelque chose qui est là pour favoriser. C'est comme tu as dit avec l'armée, le fait que l'armée soit plus petite, certes, c'est une faiblesse a priori, mais ça lui permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus flexible, et elle peut se déplacer plus rapidement. Et moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas si toi aussi, pour toi, c'est vraiment ça ou pas. Alors la question, si je comprends bien, c'est est-ce que ça s'adapte plus à des solopreneurs, des entreprises ou les grandes entreprises, en gros, c'est ça que tu voudrais dire? Moi, après avoir, bossé avec, plein de grands groupes, enfin tout type de boîtes, en gros, je pense que surtout, au début de ta boîte, tu as besoin de pirates, en fait. Tu as besoin de gens qui vont tester des trucs, tu as besoin de gens qui vont, tout envoyer, envoyer du pâté, faire plein de trucs, tester plein de choses pour pouvoir trouver son marché, trouver son modèle de croissance, et rapidement avancer. Quand tu arrives à atteindre une boîte, de 20, de 100, allez 50, 100 personnes, là, tu commences un peu plus à spécialiser. Et pour moi, la spécialisation, c'est la pire des choses. On dit souvent qu'il faut que tu te spécialises, même quand tu es freelance et tout, mais pour moi, en fait, quand tu deviens, par définition bon dans une seule chose, tu deviens mauvais dans tous les autres, tu vois? Donc c'est très problématique pour une boîte parce que tu vas avoir des profils qui vont faire une chose dans laquelle ils sont excellents, mais qui vont rien faire d'autre. Donc la créativité, elle est un peu biaisée. Mais d'un côté, tu as pas besoin de pirates quand tu commences à grandir, tu vois? Tu as même des entrepreneurs, tu vois? Ou même des early employees que moi j'avais rencontrés justement, qui se plaisent plus du tout quand ça arrive à atteindre une boîte de 100-200 salariés. Ça leur plaît plus du tout d'être dans ce délire-là. Parce qu'eux, ils étaient en train de s'occuper de la newsletter, ils s'occupaient de la prospection, ils s'occupaient du produit, ils s'occupaient des interviews. Et maintenant, tu as des gens qui viennent pour remplacer les petites tâches que tu faisais avant. Donc, tu as du mal à trouver ta place dans la spécialisation. Et je pense que plus tu grandis et plus tu perds cette âme que tu as de pirate, parce que tu essayes de spécialiser les choses qui fonctionnent, et ça paraît assez logique de le voir comme ça. Après, tu as des boîtes, tu vois, comme Airbnb avec, laquelle je bosse, par exemple. J'ai formé des gens de chez Airbnb. Ils ont cet esprit de hacker, ils sont en interne ces esprits de ce mindset-là, mais les N+1 et les personnes qui ont été embauchées pour manager les équipes l'ont pas, tu vois?
Donc c'est plus problématique pour eux de voir la portée potentielle. Alors après, quand tu leur montres, des techniques de scrapping, des techniques d'automatisation, ils sont un peu comme des fous, tu vois? Mais ils savent pas, en fait, ils savent plus parce qu'ils sont pas embauchés pour ça, eux. Ils sont embauchés pour gérer des équipes et gérer des performances. Et le gros hacking, c'est d'ailleurs, il y a des moyens, il y a très peu de personnes au final qui ont réussi à implémenter un département grosse dans une boîte, et à trouver sa légitimité. Il y avait, des boîtes par exemple pour réussir ce pari-là, ils avaient, il y a plein de techniques, mais en gros, ils avaient par exemple, j'avais bien aimé cette idée, ils avaient fait un rewarding de l'échec, de plus gros échec de la semaine, tu vois? Ce qui fait que là, clairement, tu es dans une boîte de pirates, hein. Tu un panneau et tu as un remerciement pour avoir foiré ton expérimentation. Donc tu gagnais, je crois, 200 € pour avoir le plus gros fail du mois, quoi, quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est génial parce que ça ouvre la possibilité à plein de choses en permettant aux gens d'échouer. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, tu as des boîtes, qui ont vraiment une seule cellule grosse et du coup, ils réfléchissent tous ensemble sur la croissance. Donc tu vois, moi je pense juste que, bon ça c'est la première chose sur un peu la vision. Je pense que plus tu grandis en gros pour résumer et plus tu perds cette, vision du pirate, ce mindset du pirate. Et la deuxième chose, c'est que d'un côté, moi je trouve ça hyper dommage de la perdre parce que c'est ce que je dis souvent à des boîtes avec lesquelles je bosse. Je leur dis: «Moi, en termes de visibilité sur LinkedIn», enfin tu vois, j'étais l'un des premiers à faire de la visibilité sur LinkedIn, il y a 3 ans, 4 ans maintenant. Je leur dis: «Moi, je fais à peu près 1 million de visibilité par mois», tu vois? Sur mon profil LinkedIn tout seul et je leur dis: «Mais vous avez 100 salariés, 100 sales, allez, 100 commerciaux. Imaginez si vous faites 100 millions du coup de visibilité potentielle par mois. Quels seraient les impacts pour votre boîte?» Gratuitement, hein, sans dépenser d'argent et en fait, tu vois, ils en ont juste pas forcément conscience et c'est l'opportunité de la gro du gros est juste monstrueuse pour ces boîtes-là, sauf qu'elles en ont pas encore forcément conscience. Ouais, c'est vrai que en fait, moi, là, comment je voyais les choses, c'est vraiment, le gros. J'avais l'impression que parfois les entreprises, quand elles grandissaient, elles mettaient une cellule grosse toute seule, tu vois? Alors que quand on a discuté un peu avant l'épisode, c'est comme tu as dit, ça touche un peu à tout, c'est-à-dire, c'est un mindset que tu dois avoir à tous les niveaux, c'est-à-dire lors de la conception du produit, lors de la, par exemple, la stratégie d'acquisition, le côté automatisation, etc. Et je me dis que c'est beaucoup plus facile quand tu es petit, alors quand tu grandis et que chacun est spécialisé, faire intervenir, avoir ce mindset-là partout. Certes, l'exemple que tu as dit avec le reward de l'échec, il est magnifique et il est parfait, mais peu d'entreprises osent le faire. Et si tu arrives à, Mmh. je veux dire, tout le défi est de pouvoir l'intégrer dans toutes les entreprises. Ici, voilà, moi, cette émission, elle s'adresse plus à des entreprises qui sont, on va dire, moins de 10 personnes, plus ou moins. Donc, l'objectif, c'est vraiment de voir, tu as dit une belle phrase que j'ai aimée, c'est comment le gros sert à bouffer des parts de marché dans un marché qui est souvent concurrentiel. Et ça, justement, j'aimerais bien que on parle un peu de ça parce que je pense que c'est ce qui intéresse vraiment pour notre cas. Ouais, carrément. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant et je pense que les gens qui l'ont compris, bah, sont en train de enfin, vont conquérir un peu le monde, tu vois? Pour moi, le gros hacking, ça devient vraiment des les mathématiques que tu as pas appris à l'école, quoi. Enfin, ça devient indispensable aujourd'hui pour un marketeur d'apprendre ces compétences-là pour lui, pour sa créativité et pour tout le reste. Et alors en termes de part de marché, en fait, le problème pour moi aujourd'hui, le vrai problème en France du gros hacking, c'est que les CEO ne comprennent pas, encore une fois, ce que c'est comme métier. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes, hein, aussi et ceux qui nous écoutent et qui sont gros hackers, le ressentent peut-être. C'est soit tu as pas assez de liberté, soit tu es trop restreint, soit en fait tu as une vision produit, une opportunité marché que ton CEO t'empêche de tester. Donc en fait, la liberté dans le salariat en tant que gros hacker, elle est extrêmement difficile à trouver et la seule manière de la trouver, selon moi, c'est de prouver que ça marche. C'est-à-dire que tu vas dans une boîte, tu fais un truc, tu ne demandes pas la permission et puis si ça marche, tant mieux et si ça marche pas, tu te fais virer et puis c'est pas grave, tu iras ailleurs, quoi. Enfin moi, c'est vraiment le truc que je conseille, et j'ai encore eu, une alumni justement qui me posait ces questions-là, je lui dis: «Mais en fait, si la personne veut pas que tu prennes de risques, c'est que tu es pas gros hacker donc barre-toi et la personne et tu vas pas grandir, tu vas pas apprendre avec cette personne», tu vois?
Donc ça, c'est un peu la première chose, pour donner, pour compléter ce que je disais avant. Et alors pour bouffer des parts de marché, bah, franchement, enfin moi je me donne en exemple sur ce que tu dis. Et tu vois, je me suis lancé il y a 1 an sur les formations Growth Hacking. Bah, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis dans le top 5 des meilleures formations grosses. Bon, après, il y a un gros travail il y a aussi un peu de chance, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Je pense que tu as 50 de travail, 50 de chance. Mais ça prouve bien que c'est des techniques qui fonctionnent. Moi, j'ai plein d'alumni aussi de ma formation qui sont en train d'exploser. Ils explosent même parfois plus que moi parce que tu trouves une singularité à apprendre ces compétences-là. Tu vois, moi, enfin, je donne souvent un exemple, un de mes alumni qui avait 10 ans de sales, tu vois? Et il a appris toutes mes techniques, de A à Z, mais c'est devenu une machine de guerre, quoi. Je trouve que, enfin, moi, il m'impressionne, vraiment, il m'impressionne. Mais en même temps, il a 10, 15 ans de sales, tu vois? Moi, je suis pas un sales, je suis un gros, enfin, j'ai appris à vendre, sur le terrain, mais pareil, j'en ai un autre qui était, dans la data, tu vois? Et quand il est venu, faire la formation, pareil, il est devenu hyper bon dans la data. Il m'a appris plein de trucs et tout, donc trop, trop bien, tu vois? Tout ça sur la singularité, d'une personne. Et quand je dis que ça peut te faire tu peux aussi bouffer des parts de marché, c'est le recrutement de ton gros, il est fondamental. Les compétences que tu dois apprendre aussi, elles sont hyper importantes pour espérer bouffer des parts de marché. Mais dans mon cas à moi, hem comment je m'y suis pris pour aller faire ces choses-là, enfin être bien référencé sur Google, être bien visible sur LinkedIn, avoir, des leads qui tombent, de manière organique. Tu vois, tu disais que la théorie était pas importante, c'est que tu as quand même enfin, elle est pas importante. Elle quand même tu as des gens qui sont naturellement bons pour avoir les bons réflexes tout de suite et d'autres non, tu vois? Quand tu parles par exemple de la création de contenu, du tofu, mofu, bofu, moi, ce truc, je l'ai appris l'année dernière, alors qu'en fait, je le fais depuis déjà 3 ans, quoi. En fait, c'est très bien. Maintenant, je l'ai en tête, mais le tofu, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui savent pas ce que c'est un funnel, en fait, de création de contenu. C'est-à-dire que tu commences par le top funnel, le middle funnel et le bottom funnel pour faire avancer ton prospect dans un dans un chemin qui t'amène vers la conversion. Donc la création de contenu que tu fais, par exemple, moi, dans mon cas, sur les formations Growth Hacking, il faut que je fasse des hacks en top funnel, ou que même je parle uniquement du gros hacking. En middle funnel, je peux parler, je sais pas, d'outils, et en bottom funnel, je peux parler de comment financer sa formation avec l'État ou des offres promotionnelles, des choses comme ça. Et et tu vois, cette vision un peu plus large du spectre, c'est-à-dire, en fait, des actions potentielles que tu as pas besoin de tester, ça te fait gagner aussi beaucoup, beaucoup de temps. Donc en fait, pour moi, quand tu as des compétences grosses, tu gagnes, heu, je pense que tu gagnes 2, 3 ans de galère en moins sur le lancement de ton business. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas arriver à apprendre ces compétences au fur et à mesure, tu vois? Tu vas commencer à te tromper, tu vas commencer à itérer et cetera. Pour moi, c'est vraiment 2, 3 ans de galère, en moins, que tu t'économises en faisant une formation, ou en recrutant un gros, ou en montant en compétence sur ces sujets. Mais en tout cas, tu vois, en termes de visibilité, maintenant je suis en première position sur Google, je fais 1 million de visibilité par LinkedIn. J'ai fait 0 € de publicité. J'ai dépensé 180 €, hein, concrètement, enfin, vraiment, c'est mon budget ads, c'est 180 € en 1 an, donc c'est rien. Les gens qui sont en formation en général et qui font mes résultats, dépensent, beaucoup plus que ça. Enfin, ils dépensent 1 000 € par mois, hein, pour, donner une moyenne, en ads. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, de dépenser, de pas dé enfin, je dis pas que c'est une mauvaise chose de faire de la ads. Je pense que c'est très bien pour scaler justement. Mais voilà, tu vois, c'est une preuve un peu, c'est une preuve que ça fonctionne, et c'est une preuve que tu peux rapidement, pénétrer un marché. Moi, je vois des gens, mais je trouve que c'est assez hallucinant. Je vois des gens qui étaient inconnus il y a 1 mois, et qui sont devenus hyper famous maintenant, alors qu'ils ont, enfin, ils ont juste, tu vois, appliqué des méthodes assez assez basiques, quoi. Donc c'est des secrets que les entrepreneurs, se cachent un peu. Mais, voilà, en gros, ouais, le gros hacking, ça te permet de bouffer des parts de marché, d'aller plus vite, de tester plus rapidement, d'adapter plus rapidement ton offre. Donc ça t'aide dans plein de choses, quoi. Est-ce que justement, est-ce que ce côté-là, gros hacking, par exemple, toi, tu parlais de, on va prendre l'exemple de LinkedIn, où voilà, tu as d'excellents résultats. Et justement, je voulais revenir là-dessus parce que tu es quelqu'un qui, sur LinkedIn,
trouve que tu fais un peu de tofu, mais ton tofu, il est quand même spécialisé. C'est-à-dire que quand je vois une publication de Kevin, je sais que je vais apprendre quelque chose. J'ai rarement vu une connerie où tu. Enfin, moi, j'en ai pas vu, hein, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui font du contenu où parfois, voilà, tu sens que c'est de la rigolade, etc. C'est bien. Même moi, j'en fais, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois Kevin Dufresne apparaître, je sais que c'est souvent sérieux, que je vais souvent apprendre quelque chose, etc. Donc peut-être que, est-ce que ton tofu, t'en as conscience ou pas? Ou c'est juste une impression que moi je vois, mais c'est tellement calé que chaque fois tu donnes de la valeur à fond et des trucs souvent applicables. Bah, ça c'est vraiment pour le coup mon, c'est gentil, merci déjà du feedback sur mon contenu. Mais c'est vrai que c'est un truc pour le coup, je me suis mis une règle d'or, quand j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn, c'était de pas raconter de la merde, quoi. Et surtout de faire des contenus, actionnables. Ça vient vachement de ma pédagogie, tu vois? De se dire, en fait, tu apprends qu'en faisant. Et moi, enfin, si le Kevin de l'année dernière et le Kevin d'aujourd'hui, il est aussi totalement différent. Et en fait, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et que je disais l'année dernière, et des choses avec lesquelles je suis plus d'accord aujourd'hui, et en fait, c'est fine comme ça, tu vois? Mais l'idée, c'est de grandir avec les personnes, tu comprends un truc, tu le partages, et si ça t'a aidé toi, ça aidera, surtout, sûrement les autres, tu vois? Mais c'est vrai que, tu vois, tu parlais de l'audience, et moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une audience très quali, tu vois? Un peu de ce que tu dis. C'est-à-dire moi, en fait, j'ai 17 000 abonnés sur LinkedIn, j'en ai 1 500 sur YouTube. Là, je me lance un peu sur TikTok d'ailleurs récemment, je vais essayer de voir un peu si je peux aller chercher du volume. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur ça. La première, c'est qu'en fait, moi, ma stratégie initialement, c'était de faire du contenu très quali, pour avoir une audience très quali. Donc dans toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui voient mon contenu, normalement, je suis pas censé me tromper, c'est des gens qui connaissent le gros hacking, qui voient un peu la puissance que ça peut leur apporter dans leur business, qui sont peut-être pas décidés pour passer sur une formation, mais en tout cas qui sont hyper quali, qui sont dans ma tranche de personas, tu vois? Donc ça, c'était ma stratégie, et elle est bien. Donc les 1 000 abonnés que j'ai sur YouTube, c'est des mecs qui sont 1 500 abonnés que j'ai sur YouTube, c'est des mecs qui sont hyper calés dans leur domaine, et d'un autre côté, je me dis, en fait, pourquoi, hem et c'est vraiment ma réflexion du moment, c'est pourquoi je me ferais pas un tofu beaucoup plus large, tu vois? C'est-à-dire que, je sais pas si tu as regardé les débuts de contenu que je faisais sur ma chaîne YouTube, mais c'était, des trucs hyper poussés, quoi. C'était des tutos, je crois que j'étais un des seuls à partager des trucs aussi compliqués, aussi poussés et tout. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça marchait pas tant que ça, tu vois? Les gens, moi, je pensais que j'apportais énormément de valeur, et les gens, c'est fait. J'avais 400, 500 followers à l'époque, mais la courbe de croissance sur ma chaîne, elle grossissait pas tant que ça. Et en fait, tu as 2 stratégies. C'est soit tu fais celle que je te dis, c'est-à-dire tu te concentres uniquement sur apporter du contenu qui apporte de la valeur à une certaine audience, qui est très bien, c'est bien. Ou alors, tu fais le contenu un peu comme tu viens de dire, un peu bullshit, un peu, on rigole, un peu on va faire des contenus qui apportent aucune valeur, mais juste on se montre visible. C'est de la brand awareness, en fait, tu vois? C'est-à-dire d'être identifié sur un domaine, un marché. Mais derrière, tu as des prospects qui sont pourris, quoi. Tu as des gens qui te suivent, qui sont pourris, qui répondent pas du tout à ton, enfin, qui vont jamais acheter ton produit ni ton service. Le seule chose que ça t'apporte, c'est de la crédibilité, tu vois? C'est-à-dire que demain, si tu es invité, quelque part, dans un podcast, dans une interview, c'est parce que tu as X abonnés sur LinkedIn, X abonnés sur YouTube. Donc en fait, c'est une preuve sociale. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris, et franchement, je me suis beaucoup battu pour les contenus bullshit, mais en fait, aujourd'hui, je suis pas contre. Je comprends, en fait, les gens qui font des contenus bullshit. C'est juste des contenus qui t'attirent une audience, et cette audience te donne une crédibilité pour être invité quelque part, pour avoir encore plus de visibilité. En fait, la visibilité apporte la visibilité, tu vois? Et la visibilité apporte la confiance. Et je dirais même plus, pour revenir au top de ça, c'est un livre en gros, cette technique-là, on n'a rien inventé, hein. C'est un bouquin qui s'appelle Permissive Marketing, que j'invite les auditeurs à aller lire, hem, qui dit qu'en fait, quand vous faites du contenu, les gens deviennent familiers avec vous, et quand les gens, enfin, vous identifient. Les gens, quand ils vous identifient, deviennent familiers avec vous, et quand ils deviennent familiers avec vous, ils vous font confiance. Et dans le business, la confiance, c'est fondamental, tu vois? Ce qui fait qu'en fait, quand tu fais du contenu, en bourrin, sur des milliers, de centaines de milliers de personnes sur LinkedIn,
c'est une vanity metrics en soi, mais potentiellement, même si les personnes qui t'achètent pas, elles vont te recommander, tu vois. Elles vont dire, tiens, j'ai entendu parler de Kevin, j'ai entendu parler de ça. Donc en fait, tu vois, tu as vraiment, t'as un peu 2 strates, quoi. T'as la première, celle que j'ai faite pendant un an, qui a très bien fonctionné et bah, je me dis: «Pourquoi pas, en fait, aller, chercher plus de crédibilité sur du plus gros volume?» même si mon audience, elle est un peu pourrie, quoi. Parce que le monde attire le monde. Moi, depuis que j'ai 1 000 abonnés sur YouTube, pareil, les gens s'abonnent beaucoup plus rapidement, tu vois? Donc c'est très humain, en fait, la visibilité et voilà un peu ce que je peux dire sur la création de contenu. Faut juste pas oublier une chose, qui est pour moi une dernière chose et après, tu pourras continuer à me poser, les questions, mais, il y avait un post que j'avais fait d'ailleurs, sur LinkedIn et du coup tout le monde l'avait repris, parce que j'avais parlé de l'influenceur et de l'entrepreneur, tu vois? Et donc du coup, tout le monde a commencé moi j'ai commencé à dire et tu vois, ça c'est changement d'avis, en fait. Je disais, «Ouais, en fait, faut pas confondre l'influence et l'entrepreneuriat», tu vois? Un entrepreneur, ça fait des ventes, ça fait du marketing, ça se focus pas sur, qu'une seule chose, les followers. Donc ça, c'était Kevin il y a 2 mois, tu vois? Maintenant, le Kevin d'aujourd'hui, il te dit, bah, justement un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, quand il réfléchit bien, un influenceur, il fait un post, mais il gagne de l'argent avec ce post, tu vois? Donc il a une vision business derrière et le truc qui lui permet de générer du business, bah, c'est son audience. Donc la création d'audience, c'est ce que disent beaucoup les influenceurs sur LinkedIn, c'est que la création d'audience, une fois que tu as des gens qui te suivent, 1 000, 2 000, 100 000 abonnés, à partir du moment apparemment si tu as 100 000 abonnés, tu peux, vivre, convenablement toute ta vie, hein. C'est une stat, donc il faut atteindre les 100 000 abonnés, bonne chance pour ça. Mais en tout cas, quand tu as 100 000 abonnés qui te suivent, peu importe ce que tu lances demain, peu importe ce que tu fais, tu vas réussir à la monétiser, tu vois? Et que tu vends de la merde, hein, tu vends des outils, des affiliations, des choses comme ça change rien. Donc voilà, il faut vraiment avoir cette vision-là de se dire, en fait, tu es un peu un mix entre, influenceur et entrepreneur. Mais tu vois, il y a des entrepreneurs que moi je connais qui sont pas du tout visibles et qui gagnent 100 fois ce que tu vois les gars qui parlent sur LinkedIn, tu vois? Donc en vrai, c'est pas, non plus, une fin en soi d'être visible, sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen de commencer pour moi, mais quand tu vois, même les mecs de chez Swile, je me rappelle plus comment il s'appelle, même Guillaume Houbèche, il est de moins en moins visible. Aujourd'hui, c'est bon, tu vois? Il travaille avec des grandes boîtes. Faut pas confondre visibilité juste vanity metrics, donc les choses qui te font du bien quand tu t'endors le soir, c'est-à-dire d'avoir 100 000 vues sur un post LinkedIn, ça te fait du bien parce que les gens t'ont vu et le CA qui rentre tous les mois et et moi, ce que je reproche beaucoup aux entrepreneurs d'aujourd'hui, en tout cas qui viennent me voir, en tout cas qui sont pas, assez matures sur l'entrepreneuriat et d'ailleurs depuis qu'il y a plus de familles, c'est un gros problème, c'est qu'ils pensent pas à ça, tu vois? Ils pensent pas en fait, «Oh, je suis entrepreneur, faut que je fasse de l'argent». Mais en fait, si tu es entrepreneur et que tu fais pas d'argent, mais fais autre chose, tu vois? Fais pas entrepreneur parce que si tu as pas d'argent, tu pourras pas, être entrepreneur. Donc la fin numéro 1 de l'entrepreneuriat, c'est de faire de l'argent. Que ça vous plaise ou non. C'est en fait, si vous avez pas d'argent, vous allez, arrêter votre projet l'année prochaine, c'est sûr. Donc, vous vous levez le matin, vous vous couchez le soir et vous faites de l'argent. Et quand vous arrivez à avoir un revenu régulier, là, vous pouvez aller un peu vous amuser à faire, de la prospection, recruter des gens, déléguer et cetera, tu vois? C'est un peu le truc que je reproche à l'écosystème, en tout cas depuis qu'il y a plus de Family, mais à l'époque de The Family, je sais qu'Oussama, il était le 1er à le dire. C'était qu'il fallait faire de l'argent, absolument. Ah, ça. Sinon, c'est un loisir, en fait, au final. Mais Pourquoi, en fait, entrepreneur, enfin moi je parle des entrepreneurs qui veulent monter une boîte, tu vois? Tu peux entreprendre en juste créant un compte, Instagram, sans vision derrière. Entreprendre, c'est, faire quelque chose, quoi. Tu prends quelque chose par la main et tu le fais. En fait, à partir du moment où tu crées un compte, LinkedIn, un compte Instagram, un site e-commerce, tu fais quelque chose. Donc en vrai, ça dépend de tes objectifs. Mais pour moi, si tu veux en vivre à long terme, il faut que tu trouves tes clients, il faut que tu remettes en question ton modèle aussi, parce que ça, on n'y pense pas assez. Mais si par exemple tu vends, je sais pas, des t-shirts à 30 €, combien il faut que tu te vendes de t-shirts, tu vois? Pour arriver à la fin de l'année et que tu puisses en vivre, tu vois? mmh. C'est ça la vraie question, c'est pas combien, bah, on va revenir après, au pricing, mais tu vois, on y vient doucement. En fait, c'est pas, OK, je vends mon t-shirt 30 balles, c'est non, en fait, combien je peux en vendre et combien je veux à la fin de l'année? Combien à la fin de l'année je veux pour pouvoir vivre comme je veux vivre, tu vois? Et justement,
on va passer après au. J'aimerais bien prendre un cas pratique où on analyserait un peu comment toi tu ferais. Mais juste avant de ça, j'aimerais parler de. Ben voilà, ici, toi, tu m'as dit que tu arrivé à 1 million de vues par mois sur LinkedIn, qui est vraiment, vraiment pas mal, sachant que pour l'instant, tu fais du contenu qui est purement, enfin, qui est très, très qualifié, très avancé. Donc, je me dis, c'est vraiment une grosse réussite. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait t'as fait du growth pour ton compte LinkedIn aussi, ou est-ce que c'est purement, on va dire, organique à 100% et t'as rien fait? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question pour, justement un peu remettre les choses à plat sur la création de contenu. Faut bien que vous vous dites une chose, c'est que à l'époque, c'était beaucoup plus facile de créer une audience qu'aujourd'hui. Que ce soit sur Instagram, moi j'ai bossé quand j'avais, 20 ans, justement j'avais une agence digitale, j'automatisais des comptes Instagram pour des influenceurs. Je montais à 1 000 abonnés en 3 jours. Parce qu'il y avait pas, il y avait pas de robot, tu vois? Enfin, personne ne limitait et c'est pour ça qu'Instagram, n'a pas à bloquer autant de trucs, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'abus. Donc aujourd'hui, les gens, et les instagrammeuses et les instagrammeurs qui sont à 10-15 K ou même 100 K même plutôt aujourd'hui, sont des gens qui ont utilisé la part de Devil que je te disais au début, tu vois? Cette part de Devil, d'audience, tu vois? Qui ont utilisé un Kevin pour aller, booster leurs publications. Moi, j'ai été con de pas le faire, hein, je suis franc avec toi, j'aurais dû le faire direct, surtout qu'en fait, j'étais carrément dedans. Donc je ne l'ai pas fait. Ça, c'est sur Instagram. Instagram a bloqué des automatismes. Sur YouTube, par exemple, à l'époque, il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu qu'aujourd'hui. Ce qui fait que les statistiques de propulsion de vidéos potentielles, donc une vidéo qui est intéressante, le time watching, le nombre de clics que tu as, la concurrence, elle est beaucoup plus élevée, tu vois? Tu as des milliers de personnes qui font la même chose que toi, donc YouTube doit se dire: «OK, lequel est le mieux, lequel est le plus performant et lequel a la meilleure communauté?» Tu vois? Si tu as une communauté de 10 000 personnes et que tu fais une vidéo YouTube et que tu envoies un mail le jour même, tu as 10 000 personnes qui vont aller voir potentiellement cette vidéo, contrairement à un petit jeune qui vient de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a créé sa vidéo et qui a 3 ou 4 abonnés à qui va le partager, tu vois? Donc YouTube va se dire forcément la vidéo qui est la plus intéressante, c'est ceux qui ont 10 000. Donc en fait, ça, c'est une espèce de boucle, de hyper saine de croissance. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Il y a des gens, si tu regardes bien, enfin moi j'ai 17 000 abonnés, j'avais commencé à 7 000 l'année dernière. Hem et si tu regardes bien, il y a des gens qui sont à 20 000, 25 000, voire 30 000. Les mecs, ils font zéro création de contenu et ils ont 20 000 abonnés sur LinkedIn. Mais c'est parce que forcément, avant, ils ont fait des automatisations, ils ont importé des gens, ils y sont allés comme des bourrins, tu vois? Donc où est-ce que tu mets la barre, en fait, de te dire: «OK, cette personne est un vrai créateur de contenu» et encore une fois, la vanity metrics te perturbe un peu parce que du coup, tu dis: «OK, le mec, il a 40 000 abonnés». Mais OK, moi, je galère à avoir 200 abonnés par mois. Lui, il en a 40 000, tu vois? C'est-à-dire que c'est un mec influent. Alors qu'en fait, les gens se confondent le moment T avec le moment d'avant. Avant, c'était beaucoup plus facile d'avoir 40 000 abonnés qu'aujourd'hui, tu vois? Et donc du coup, moi, aujourd'hui, l'audience et pour répondre à la question, l'audience que j'ai, elle est 100 organique. Il y a eu aucun hack qui a été fait, sur LinkedIn un petit peu, sur YouTube, pas du tout. C'était vraiment du 100 organique. Heu et après, bien entendu, propulser ta visibilité, en quoi t'aide le gros hacking? C'est sur le copywriting, sur la compréhension de l'algorithme, tu vois? Tu un peu des tests, tu itères énormément. Tu vois, par exemple, moi, j'étais l'un des premiers à faire, sur LinkedIn, j'étais un des premiers à faire les sliders, tu vois? À l'époque et les sliders, ça cartonnait. Donc forcément, quand tu sais que le slider, ça fonctionne, tu le gardes un peu pour toi. Moi, je le donnais aux personnes qui faisaient ma formation, mais je faisais à l'époque, ce qui était énorme, hein, du 50-80 000 vues sur ces posts-là et ça marchait super bien. Après, ça s'est downgradé un petit peu. Les vidéos, pareil, ça marchait super bien. Donc en fait, le gros hacking, ça te donne juste la capacité d'avoir l'unfair advantage, l'avantage compétitif sur un canal d'acquisition, tu vois? Aujourd'hui, par exemple, je vous le donne, sur LinkedIn, ce qui marche extrêmement bien, en tout cas en termes de visibilité, c'est les sondages. Sauf que la création de contenu, pour juste avoir des gens qui votent, ça sert à rien, tu vois? À part de la visibilité ou alors vraiment tu as un profil LinkedIn qui convertit hyper bien, ça sert à rien. La chose pour moi que je recommande dans la création de contenu, du moins sur LinkedIn, c'est vraiment de toujours penser au lead magnet. C'est-à-dire que quand tu fais un post, moi, si tu l'as vu sur mes posts, quand je demande par exemple de commenter l'outil,
je scrape en fait, c'est-à-dire j'absorbe les gens qui ont voté pour ensuite leur envoyer un message. Donc c'est en fait comme s'ils avaient commenté le post, sauf qu'ils ont voté sur le truc. Donc toujours aller, faire un lead magnet sur un post. Et la deuxième chose, que je recommanderais, c'est que tu peux aussi utiliser en fait ces sondages pour faire de la prospection, tu vois? Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un sondage sur LinkedIn en disant, voilà, par exemple: «Quel est votre canal d'acquisition préféré en 2021?» J'avais eu, je crois, 2 500, enfin 1 700, entre 1 500 et 2 500 votes. Je me rappelle plus exactement. Peut-être que je confonds entre les 2, mais forcément, genre, je vais faire ma campagne de prospection. Tu peux commencer ta phrase en disant, «Oui, j'ai fait une dernière étude récemment, vous saviez que 70 des gens, pour 70 sur 2 000 personnes, c'est le canal du cold emailing qui est intéressant», tu vois? Et du coup, tu dis: «Bah, tiens, je vous ai mis le lien si vous voulez aller checker». Ça fait une preuve sociale potentielle, tu vois? Donc les sondages, ça sert aussi à ça, ça sert aussi à affirmer un propos, et vous pouvez l'utiliser dans vos scénarios de prospection, tu vois? Mais en tout cas, voilà, sur le gros hacking, sur la visibilité que tu as sur, un canal donné, c'est surtout sur la compréhension, on appelle ça le content hacking, la compréhension de l'algo. Parce que, enfin, moi, je peux délivrer un secret, bien gardé de l'écosystème dans ce podcast. J'espère que vous êtes prêts. Il y a des gros secrets, il y a des grosses mafias, sur la création de contenu. Il y a des pyramides de Ponzi de malades mentales. Je sais pas, je peux te le livrer, tu penses? Tu penses qu'ils vont ils vont Vas-y. non, parce que moi, je suis dans la création de contenu sur LinkedIn depuis un bon moment. Et je sais qu'il y a une mafia, en fait, dans la visibilité. C'est-à-dire que c'est souvent des copains de copains de copains, ou alors des gens qui se rajoutent et tout. Il faut savoir que vous avez des pods. Alors, je parle pas des outils pods, qui sont archi connus, aujourd'hui. Je parle des vrais pods, c'est-à-dire un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, dans lequel les gens vont partager leur contenu et d'autres personnes vont venir commenter ce contenu pour apporter de la visibilité aux membres du groupe, tu vois? Ces mafias-là, elles existent, et elles existent d'ailleurs pas que sur LinkedIn, hein. Elles existent aussi sur Instagram, elles existent sur Twitter, elles existent partout. C'est juste une mafia qui vous permet de contourner, l'algorithme potentiel de LinkedIn, et du coup, vous voyez des gens, et c'est pour ça que tu disais parfois, et les gens, faut pas se et c'est important que je le dise dans ce podcast, parce que si vous vous mettez dans la création de contenu et que si vous avez 2-3 likes, dites-vous bien, et à l'inverse, vous dites: «Putain, j'ai apporté une valeur de ouf, et ce mec-là, qui a fait, 150, commentaires sur son post, son contenu, il est pourri». Dites-vous bien que c'est pas de votre faute. Dites-vous bien, c'est juste que la personne, elle est dans un pod et qu'en fait, elle est entraînée. Et l'entraide, quand tu es entrepreneur, elle est hyper importante. Alors moi, j'ai rien contre ça. Honnêtement, franchement, si tu peux y être, vas-y, et si tu peux lancer ton business, du coup, dessus, vas-y, ça te donne une notoriété, tout ce que tu veux. Au contraire, faites-le. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, de rassembler des gens, et d'aller commenter des posts, s'entraider entre visibilité, c'est toujours important. Et ça, c'est la part de dévil de votre projet potentiel quand vous allez vous lancer. Mais voilà, faut vraiment se dire qu'il y a une mafia, en fait, dans la création de contenu, et c'est pour ça qu'en fait, sur votre fil, vous voyez toujours les mêmes personnes. Heu, Moi, je suis pas dedans, hein, pour être transparent, le contenu que je fais, c'est que du full organique. Donc voilà, en tout cas sur ça là, vous dépatouillez pas trop, et vous découragez pas trop si vous commencez à faire 3-4 likes. Et enfin, la dernière chose que je peux rajouter, et après je te laisse, me poser la question, parce que, on va avancer un peu, je pense. La dernière chose que je peux rajouter, c'est qu'en fait, sur la création de contenu, donc il y a les pods, il y a tout ce que je viens de dire précédemment, mais il y a aussi le fait de se dire que vous faites un contenu, lisez-le avant de le poster, et dites-vous si vous avez envie de le commenter. Moi, en fait, l'interaction avec les autres utilisateurs sur LinkedIn, elle est hyper importante. Moi, parfois, je passe, des heures à aller commenter juste des posts pour être en top commentaire. Donc tu vois, moi, j'ai des assistantes qui le font. Vous pouvez l'externaliser, il y a pas de problème. Mais ça vous permet d'avoir une bonne notoriété sur le marché, d'être actif sur LinkedIn. LinkedIn va vous propulser un peu plus aussi sur les prochaines publications que vous faites. Mais quand vous lisez justement, et faites cet exercice, c'est intéressant, vous lisez les gens, les posts d'autres personnes. Vous allez voir, vous posez juste une simple question: «Est-ce que j'ai envie de commenter? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que je vais pas trop m'afficher, en fait?» Et si vous vous posez ces 3 questions et que vous passez au poste suivant, vous faites exactement, vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs d'avant, tu vois? Et c'est comme ça que tu apprends à créer du contenu sur LinkedIn, tu vois? En tout cas sur LinkedIn. Pour moi, c'est comme ça. C'est vraiment en disant: «OK, ce post, il est cool.
j'ai envie de m'engager, je le prends en exemple, tu vois? Et c'est ce que je disais, j'avais vu un post récemment parce que j'avais passé une journée entière à essayer de commenter des trucs et putain, j'avais vu des gars, mais ils faisaient des paraphrases d'1 kilomètre sur LinkedIn, mais tu as pas le temps de faire ça, tu vois? Tu as la limite, tu un blog. Il y a des formats, tu sais, il y a toujours audience, channel, message. C'est les 3 piliers de la création de contenu. À qui tu parles, sur quel canal et avec quel message. Et sur LinkedIn, clairement, le message, il doit être court, simple, efficace, tu vois? Voilà un petit peu. Parfait, c'est beaucoup plus clair. Après, comme tu as dit, pour le côté mafia, au début, c'est vrai que ça peut être décourageant parce que tu te dis, lui, il a fait un post où il dit, enfin, il dit n'importe quoi et il a plein d'interactions. Et toi, de l'autre côté, tu as ça. Tu fais un truc hyper quali et puis tu vois personne. Mais avec le temps, déjà, bah, si tu continues sur de la qualité, comme tu as dit, bah, on voit bien ton exemple, il est parfait. Et surtout que tu te dis, je vais persévérer. Et après, tu commences à voir, en fait, que même la mafia, tu commences à savoir un peu qui est dedans. C'est pas mauvais, hein. On dit mafia, ça a l'air d'être, c'est un peu une connotation négative. Mais c'est Non, pas que mais ça. c'est la mafia LinkedIn, c'est classique, mais ça existe depuis des années, hein. Moi, franchement, il y a pas du tout de c'est ce que tu dis, il y a pas enfin, franchement, si ça t'aide à lancer ton business et que tu arrives à rentrer dans cette mafia, c'est moi, mafia, c'est pas péjoratif. Je trouve juste au contraire, c'est vraiment, ça symbolise plutôt bien un peu le truc, quoi. C'est-à-dire que tu es sur, tu vois, tu as vraiment une organisation parallèle, à des réseaux sociaux et tu essayes de contourner le truc. Mais il y a un élément, tu vois, sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est décourageant, mais moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché, quand j'ai commencé à justement à me dire: «Putain, je comprends pas» et ça m'est arrivé, pendant un moment de l'année où j'avais l'impression de vraiment, me dire: «Putain, je vais arrêter LinkedIn, en fait, parce que c'est devenu une foire à saucisses». Et en fait, c'est la chose qui m'a le plus aidé, c'est une phrase qu'on m'a dit, on m'a dit: «Kevin, maintenant tu te compares qu'avec qui tu étais hier et pas avec les autres», tu vois? Et ça, c'est un truc qui est vraiment psy enfin, mentalement, c'est difficile, mais c'est hyper important de pas se comparer, parce qu'il y a toujours une part, comme je vous l'ai dit, de chance, de beaucoup de travail aussi, ça dépend de la charge de travail que vous êtes prêt à mettre dedans, mais tu vois, moi, je prends un exemple, je trouve que c'est une machine de guerre. Théo Lion, pour moi, c'est le mec en 1 an et demi, enfin, il a charbonné. Après, je pense que bon, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y a il y a des choses derrière qu'il a faites. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ça me paraît difficile, moi, en ayant cravaché en organique comme ça, d'avoir atteint autant de followers. Peut-être qu'il a fait des bonnes associations, il est tombé, tu vois, il a fait une vidéo, peut-être qui lui a apporté, X de followers. Peut-être qu'il a fait de la ads, peut-être tu vois, tout ça, tu peux pas le vérifier, tu en sais rien. Tu sais pas la face cachée qu'il y a derrière tout ça. Peut-être qu'il a bossé jour et nuit jusqu'à 6 heures du matin. Enfin, tu vois, il est sur des vidéos TikTok, pareil, Ouais. il est partout, quoi. Enfin, je trouve que, en termes de personal branding et brand awareness et lui, pour le coup, il est même pas dans la mafia, tu vois? Enfin, je vois un peu ses posts, il est même pas dans la mafia. Donc moi, lui, c'est vraiment pour le coup un pareil Grégoire Gambato, hein. Grégoire Gambato, il s'est fait tout seul, mais Grégoire Gambato aussi, tu vois? Le fondateur de Germinal, pour ceux qui savent pas ce que c'est, d'ailleurs qui est parti, c'est un centre de formation en ligne aussi, gros influenceur LinkedIn aussi. Pour moi, enfin Grégoire Gambato, quand tu regardes un petit peu son profil et que tu googles Grégoire Gambato, il a fait un TEDx, il a écrit un bouquin, Heu, il a réécrit un bouquin d'ailleurs, mais mine de rien, écrire un bouquin, dans le coaching et dans la formation, c'est le meilleur acte du siècle, tu vois? Son bouquin, il est vendu à la Fnac, donc tu as des milliers de personnes qui l'achètent tous les jours. C'était l'un des premiers bouquins écrits sur le gros hacking. C'était l'un des premiers TEDx qu'il a fait sur le gros hacking. Donc en vrai, tu vois, il a été là au bon moment, au bon endroit et ça, c'est des choses qu'on voit pas, tu vois? On pense qu'il a fait que des posts LinkedIn. Bien sûr, il a fait des posts LinkedIn putaclic et des trucs un peu de bourrin, qui ont très bien marché et dont les gens s'inspirent. Mais à côté, il y a aussi d'autres choses qui sont venues s'ajouter à sa réussite, tu vois? Et ça, faut vraiment pas l'oublier, hein, parce que c'est important de se mettre en comme quand tu attaques un nouveau marché, tu vois, tu parlais de bouffer des parts de marché, c'est du reverse engineering, du reverse, growing. C'est-à-dire et comment tu te dis: «Comment il en est arrivé là?» quoi, tu vois? Et c'est important de te le dire. Hop, c'est vrai que voilà, parfois on a l'impression de voir que certains éléments alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, donc il ne faut pas se décourager. La phrase qu'on t'a dite et que tu nous as répétée ici, elle est vraiment magnifique, c'est-à-dire de se comparer que par rapport à soi parce que toi, tu sais ce que tu faisais hier et tu sais ce que tu fais aujourd'hui et tant que tu vois l'évolution continue à un moment donné, ça va payer au final. C'est vraiment ça le truc.
pour le côté livre, justement, j'avais invité un intervenant qui a fait ça, qui a écrit un livre et qui utilise ça comme un canal d'acquisition hyper puissant. Et je voyais vraiment, c'est un domaine, enfin, il n'y a pas beaucoup de marketeurs qui en parlent ou beaucoup de créateurs de contenu. Et c'est vraiment un outil qui est hyper puissant. Ici, voilà, l'épisode, j'ai envie d'apporter d'autres choses parce que tu as tellement de trucs à apporter que je dois me concentrer, mais sinon, on pourra en rediscuter par la suite. Avec plaisir. Ouais, il y a d'ailleurs, une amie, enfin une amie LinkedIn, hein, mais que j'adore et qui fait justement, je vous donnerai, son lien si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle fait. Elle écrit des bouquins, elle a travaillé dans la neuroscience et elle écrit des bouquins pour les entrepreneurs et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que tu peux beaucoup plus te plonger dans l'histoire de quelqu'un, tu vois? Ses débuts, ses échecs, ses réussites et du coup, tu as un storytelling autour d'un personnage et ça marche vraiment très, très, très bien. Moi, j'ai pas le temps de le faire, je t'avoue. J'ai commencé à écrire 7 pages et puis j'ai arrêté. Donc mais je sais que c'est un truc qu'il faudrait que tu vois, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse cette année, mais bon, faut trouver le temps, quoi. Bah, courage, en tout cas, on te recevra la fin d'année prochaine pour, Bah, avec plaisir, carrément, euh, avec plaisir. pour, pour, euh, pour passer à un cas un peu pratique. J'aimerais bien qu'on prenne un cas pratique et qu'on analyse rapidement, toi, comment tu ferais pour justement pour le faire monter. J'ai pensé au cas parce que j'ai parlé à beaucoup d'infopreneurs qui seraient en train de lancer sa formation. Si tu as un autre cas qui est plus parlant, on peut l'aborder. C'est comme tu veux. Ouais, bah, si tu veux, l'infopreneur, c'est très bien. Ça va. Donc ici, voilà, pour toi, quelles sont les différentes étapes? Moi, là, ce que je vois, c'est vraiment le côté, il faut valider son marché d'abord, parce que souvent, après, si tu es sur le mauvais marché, tous les efforts que tu fais par la suite, tu peux faire les meilleurs hacks du monde, ça sert à rien, tu tapes dans le vide. Et puis, par la suite, je pense qu'il y a quelques étapes que je vais te laisser présenter et détailler. Ouais, ça peut être intéressant aussi de dire ce qu'il faut pas faire. Ouais, c'est Ça tout. peut être pas mal. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de conneries, aussi quand j'ai commencé à lancer mes 1 formations. Alors moi, je suis dans la formation depuis un bon moment, hein, depuis maintenant 4 ans, 3 ans. Enfin, j'avais fait de la formation un petit peu en école. Les différentes étapes, pour moi, la première chose déjà à ne pas faire, c'est de regarder la concurrence. Moi, c'est la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de devenir un concurrent de mes concurrents. Vous allez être agréablement surpris quand vous allez vous rendre compte qu'en fait, vos concurrents ont totalement tort sur plein de choses qu'ils font, même s'ils sont plus visibles, ils sont plus connus que vous. Il y a plein de conneries qu'ils font que vous allez réussir à identifier. Typiquement, moi, dans ma première formation que j'ai lancée, j'avais fait une formation hyper généraliste. J'ai fait une formation gros hacking que n'importe qui, fait aujourd'hui, sauf que je l'avais vendue beaucoup moins cher. Et en fait, ça a pas du tout marché. Ça a vraiment pas marché. Enfin, j'avais quand même réussi à faire quelques ventes et tout, mais j'étais pas content de mon produit, tu vois? Ouais. En fait, en parlant avec les gens, j'étais vraiment en phase, très produit, 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 et en parlant un peu avec les gens, je me suis rendu compte que ce qu'ils voulaient, c'était un truc beaucoup plus actionnable, pratique, et c'est eux, en fait, qui m'ont donné, le le tips pour lancer ma prochaine formation, qui est la formation Sales Hacking, tu vois? Où là, vraiment, je me suis différencié par rapport à toute la concurrence. Donc, faut se méfier un peu de ce que fait la concurrence. Faut pas imiter, faut pas copier, faut s'inspirer. C'est important de s'inspirer, mais il faut pas du tout copier. Ça, c'est la première chose qu'il faut pas faire. La deuxième chose, Kevin, ouais, dis-moi. question là-dessus. Est-ce que à refaire, tu referais la même chose, c'est-à-dire que tu irais faire quelque chose de généraliste et puis tu prendrais le feedback, ou tu essaierais directement de co-construire avec ton audience la formation? Non, moi, je prendrais le feedback. C'est toi qui es le seul à savoir, ce que tu dois faire, avec la formation. Je prendrais juste le feedback, je ferais un truc généraliste où je ferais une petite masterclass gratuite, tu vois? Où je mettrais, vraiment la synthèse de ce que je veux faire et puis je ferais du calling. Moi, j'ai passé, mes premiers mois à faire que ça, hein. Mais faire du calling, mais surtout faire des ventes, tu vois? Parce qu'on dit souvent: «Ouais, il faut du feedback et tout», mais en fait, le meilleur feedback, c'est quand tu as quelqu'un, tu dis: «OK, c'est 1000 balles». «Ah, OK, bah, je vais y réfléchir». «Ah ouais, pourquoi tu vas y réfléchir?» «Bah, parce que j'ai ci, j'ai ça» et c'est là, en fait, c'est quand tu dis le prix à quelqu'un que tu vas vraiment recevoir le meilleur feedback, tu vois? Tu dis: «Ouais, je lance ce projet dans 1 an, voilà, ça va coûter autour de 1 000 €». Le mec va dire: «Ah ouais, je suis hyper intéressé», mais le jour du moment de paiement, il va pas le faire. Le market fit, c'est ça, en fait, pour moi. C'est même fondamentalement, c'est le mec met sa carte, tu vois? Il paye. C'est vraiment ça, il paye et du coup, donc pour valider un marché, bah, forcément, quand tu vas faire, je sais pas, un truc sur le closing,
un truc sur, je sais pas, l'épanouissement, peu importe, tu vas découvrir un peu le persona que tu vas avoir. Tu vois, le mec qui a téléchargé ton contenu gratuit, moi j'avais fait ça au début, tu vas un peu voir les gens qui vont venir te voir, tu te fais des a priori au début, bien sûr, pour faire tes personas et tout, mais tu vas voir les gens que tu as au téléphone, tu vas essayer d'utiliser leurs mots, essayer de savoir leur parler et puis au début, ça va être nul et puis petit à petit, ça va être de mieux en mieux, tu vois? Ton cycle de vente va être de mieux en mieux. La chose qu'il faut vraiment bien se dire, ça, c'est la première chose, du coup, sur, l'élément que tu me disais, c'est de commencer par un truc assez généraliste et ensuite, une fois que vous avez les trucs généralistes, essayer d'identifier une opportunité sur le marché qui va vous distinguer de la concurrence, tu vois? Ça peut être n'importe quoi, tu vois? Moi, c'était la pratique, j'en ai marre des formations qui sont pas pratiques, c'est que de la théorie. OK, bon, bah, vas-y, pratique. J'en ai marre d'une formation où il y a pas d'accompagnement. OK, bon, bah, accompagnement. J'en ai marre d'une formation qui est pas à jour. OK, bon, bah, mise à jour, tu vois? Et ça, c'est les 3 éléments de différenciation qui sont vraiment fondamentaux dans ma formation au-delà du contenu, au-delà de l'expertise du truc. Et tout ça, je l'ai eu en parlant avec les gens et aux questions qu'ils m'ont posées, tu vois? La deuxième chose, sur le lancement de votre, donc en fait ça, ce contenu-là, quand il est gratuit, vous l'avez tourné en 1 heure et demie. Vous le partagez sur tous les groupes Facebook, sur LinkedIn, peu importe. Vous voilà, vous envoyez du pâté, vous utilisez des techniques de grosses pour y arriver et vous essayez d'après d'appeler les gens pour essayer de leur vendre quelque chose. La deuxième chose que je recommanderais, c'est sur le prix et on n'a pas parlé, mais peut-être que c'est le moment d'en parler. Moi, je trouve que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as souvent un gros problème à définir ton prix. Heu, Pourquoi? Parce que tu as un syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai plein de gens, qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «Oui, Kevin, je voudrais vendre mon truc à 300 €». Je fais: «OK, non, tu le vends 900 €. En fait, tu le multiplies par 3 et tu vois si ça marche. Si ça marche pas, franchement, tu viendras voir, tu dis: "Kevin"», tu sais, c'est comme Denis Cohen de Drop Contact qui me donnait ce conseil. Il m'avait dit: «Bah, en fait, si tu arrives pas à en vendre, moi, je te l'achète ta formation». Et vous allez voir qu'en fait, surtout dans la formation, vous avez un espèce de les gens aiment bien payer cher pour une formation, c'est un peu un produit de luxe, donc il faut vraiment bien le brander. Ils aiment bien acheter des stars, ils aiment bien acheter des voilà et c'est un truc qui est vraiment important de vendre une formation, en tout cas à un prix, convenable. Ça dépend de l'acquisition que vous allez faire, encore une fois. Mais en tout cas, quand vous définissez votre prix, pour moi, il faut sur le syndrome de l'imposteur, essayer de le multiplier par 3. Et si vous pensez que c'est pas pertinent par rapport à votre enjeu, posez-vous la question de combien vous pensez en vendre et combien vous pensez que ça va vous rapporter à la fin de l'année. Par exemple, si vous voulez faire 100 000 € de chiffre d'affaires à l'année 1, il faut que vous vous dites si votre formation est à 100 €, il faut que vous vendiez du coup 1 000. Est-ce que c'est possible? Oui, non, peut-être. Quel canal d'acquisition tu vas faire? Facebook, Ads, LinkedIn? Voilà. Et en fait, forcément, quand tu te dis que tu dois vendre 1000 formations, alors qu'en fait, si tu juste ajoutes un zéro derrière et que c'est pas plus difficile que ça d'en vendre, il faut que tu en vendes 100 pour atteindre 100 000 €, c'est déjà un petit peu mieux. Il faut pas oublier non plus que, en fait, vendre aux entreprises, c'est très intéressant. Il faut se dire que si vous vendez 200 fois 5 000 € à une entreprise, vous êtes millionnaire. Et en fait, dit comme ça, ouais, non, mais dit comme ça, en fait, on n'y pense pas. Les chiffres, c'est assez fou. Donc essayez vraiment de faire ce calcul mental ou écrivez-le sur papier. Essayez de voir parce que si vous faites de la ads, vous allez payer, hein, de toute façon. Donc ce ne sera pas un CA, ce sera un rendement, un ce qui arrivera dans votre poche, quoi. Si vous dépensez, 50 € pour avoir un client, vous allez, gagner 50 € par définition dans votre poche, dans les taxes et tout ce qui va avec. Donc ce sera même pas 100 000 €. Voilà, pour le pricing. Donc ça, c'est important. La troisième conseil que je vous donnerais, c'est de commencer dès day one à créer du contenu. Trouvez votre cycle, trouvez votre patte, ça prend du temps. Moi, la chose que je peux vous donner comme conseil, c'est vraiment pas vous forcer à créer du contenu. Essayez de faire du contenu qui vous fait kiffer au début, parce que sinon vous allez clairement, abandonner et à l'abandon, c'est terrible. Tu vois, moi, quand j'étais sur TikTok, là, je te donnais mon exemple de TikTok tout à l'heure, mais quand j'étais sur TikTok, j'étais monté à 1000 abonnés en une semaine avec mes trucs et j'ai arrêté d'un coup. Et en fait, là, tu vois, j'ai reposté, 2 vidéos, j'ai fait 14 vues. Donc à mon avis, l'algo, il m'a vraiment dans le mal là, donc je vais lui montrer que je vais faire des efforts pour revenir dans la course. Et du coup, j'ai créé 2 comptes, pour voir, la différence. Mon nom de compte avec 0 abonné, il est à 0 vues, donc je sais pas ce qu'ils attendent pour me propulser. Mais du coup, j'ai continué, on verra bien. J'ai rien à perdre. De toute façon, ça m'a pris 2 heures à enregistrer, les 16 vidéos. Donc voilà, créer du contenu, il vous faut une crédibilité, il vous faut il faut que les gens voient ce que vous êtes capable de faire.
Et surtout, vous mettez pas la pression quand les gens vont dire: «Ouais, il faut que tu postes tous les jours, machin et tout». Non, franchement, postez quand vous avez envie de poster. Moi, franchement, si j'avais fait ça tous les jours, j'aurais abandonné. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, par exemple, parfois, je postais pas pendant 2 semaines. Je disais: «Putain, vas-y, il faut que je le fasse et tout», et puis, enfin, j'étais juste pas motivé pour le faire, quoi. Donc maintenant, j'ai un rappel sur YouTube, enfin, sur mon agenda, et je crée mes contenus, ou alors je crée mes contenus en avance et du coup, je les poste après, quoi. Mais il faut pas se dégoûter de la création de contenu, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, en classement, et c'était un post que je voulais faire, mais en classement de pénibilité, performance, sur, la création de contenu, pour moi, en top 1, c'est LinkedIn, donc il faut commencer sur LinkedIn. En top 2, c'est TikTok, parce que TikTok, mine de rien, franchement, je vois de plus en plus d'entrepreneurs qui arrivent dessus, enfin, genre, j'ai refait un sondage récemment, justement, c'est ça qui m'a motivé à le refaire. En 3, c'est YouTube, parce qu'en termes de conversion, c'est ouf. Quand vous avez une communauté YouTube, les gens, ils sont fans de vous, quoi. Ils ont trop envie de travailler avec vous. En 4, Instagram, et en 5, je dirais le SEO, mais le SEO, si vous avez aucune compétence dessus, ça va être un peu technique, parce que forcément, vous avez, en tout cas, moi, si tu as formation gros hacking, je suis en numéro 1, ça donne une crédibilité aussi sur le marché, tu vois? Donc c'est plutôt intéressant, et ça vous évite de payer de la hâte. Encore une fois, les gros hackers sont des gros crevards, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, voilà, créer du contenu, pour le troisième conseil. Deuxième ou troisième, je sais plus. Bon, on va enchaîner sur l'autre conseil c'était combien? C'était le troisième. Troisième, ouais, OK, bon, quatrième, quatrième conseil. Moi, un truc que j'ai pas assez bien fait, et que là, du coup, cette année, je refais bien, c'est les partenariats et les associations. Essayez de devenir pote un peu avec vos concurrents, avec les gens qui sont un peu dans le même marché, qui ont l'audience que vous voulez aller attaquer. Ça, c'est important, cette phrase que je viens de dire, parce que si vous vous associez avec des gens qui ont une audience pourrie, moi, par exemple, tu vois, je suis convaincu que si je fais si je fais un contenu avec du Antoine BM, ou des gars comme ça, je suis pas sûr de ma conversion, tu vois? Parce que c'est des jeunes étudiants, c'est des mecs qui vont payer 150 balles une formation, c'est pas forcément mon persona, tu vois? Mon persona, c'est vraiment entrepreneur B2B, tu sais, c'est souvent du e-commerce et tout. Donc en fait, ça servira à rien, même si le mec, il a une audience de malade mental, de faire potentiellement un partenariat. Après, je dirais pas non, pour voir, mais juste dans l'idée de vous dire que c'est important de vous poser la question sur l'audience en question, que les partenariats. Donc, envoyer des messages, essayer d'organiser des événements. Franchement, c'est hyper chiant, hein. Enfin, les gens sont pas dispo, ils vous foutent des plans et tout, donc envoyez-en plein, et puis poussez le truc, quoi. Franchement, si la personne vous dit oui et qu'après elle vous lance pas, la lâchez pas, quoi. Enfin, moi, c'est le truc, j'osais pas trop. Maintenant, je dis: «OK, bon, on fait un truc ou on fait pas un truc, c'est oui ou non», tu vois? C'est pas, je vais pas te courir après pendant 1000 ans, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis, partenariat, c'est hyper important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Puis enfin, franchement, la dernière chose que je pourrais enfin, les 2 dernières choses que je pourrais dire, c'est les infopreneurs, allez sur tout moi, j'ai appris beaucoup avec les infopreneurs, vous êtes trop marrants, je vous adore. Vous êtes hyper fort en copywriting, donc compétences de copywriting indispensables. Copiez un peu ce que font les copywriters, je trouve que c'est hyper cool. Il y a du Stan Leloup qui est très fort, je vous recommande sa chaîne. Et puis la dernière et vraiment la plus importante, pour moi, c'est apprendre à vendre. C'est indispensable. Ne pensez pas qu'en fait, vous allez vous recruter un sales et qu'il va le faire à votre place. C'est vous qui allez le faire de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut, gagner de l'argent quand on est entrepreneur. Donc il faut que vous fassiez vos ventes. C'est hyper important pour l'analyse du marché, l'étude, voir ce que vos clients disent, et vous allez vous améliorer en fait, petit à petit, ça va marcher. Au début, moi j'ai mis franchement, j'étais pas du tout sales, hein, j'avais jamais fait un call commercial, j'étais pourri au début. Les éléments que je peux donner, c'est vraiment, d'avoir confiance en fait en son produit, d'avoir confiance en ce que tu vends. Ça aide énormément, parce que quand tu penses que tu vends un truc pourri, clairement, ça te donne pas du tout envie de le vendre. Donc, ayez confiance en vous, améliorez votre produit, soyez à l'écoute, soyez résilient aussi sur les choses qu'on vous dit. Et faites en tout, en fait, pour que moi, par exemple, les gens qui viennent faire ma formation, ils viennent pas faire ma formation pour apprendre le gros hacking. Ils viennent faire ma formation pour avoir un soutien, pour que je sois là s'ils ont des questions, s'ils ont des techniques de hack qui sont pas dans la formation, moi, je suis là pour les aider. Ils ont besoin fondamentalement, leur désir profond, c'est de monter une boîte qui fonctionne, tu vois? Et avec lequel ils puissent en vivre. Donc moi, mon objectif, c'est pas de les former au gros hacking. Enfin, je les forme au gros hacking, c'est un moyen d'y arriver. Mais mon objectif, c'est surtout de leur dire, après ça: «Si tu as pas réussi à monter ta boîte,
bah, tu auras tout mis en œuvre pour enfin, tu auras tout essayé, quoi. Là, si tu te formes pas au gros hacking, tu passes à côté d'énormément de choses, tu vois? Tu as 2 chemins, en fait. C'est soit le chemin où tu vas galérer, tu vois, qui est rempli de ronces et l'autre chemin qui est plutôt simple et en fait, tu es pas dépendant d'une compétence que tu vas chercher ailleurs. Ça, les analogies aussi, tu vois, si vous voulez apprendre à vendre, ça marche plutôt très bien. Et du coup, voilà un peu, hein, sur les formations et aussi alors un truc que j'ai fait récemment, un dernier hack pour vous, pour les gens qui veulent faire des formations, c'est, ça paraît contre-intuitif dit comme ça, mais moi je fais pas rentrer tout le monde dans ma formation. J'essaie de rendre le truc un peu rare, un peu exclusif et c'est la vérité, hein. Pourquoi? Parce que j'ai un accompagnement avec les personnes qui font ma formation, donc je fais rentrer 10 personnes par mois sur ma formation, et ça me permet d'assurer un suivi et en fait les gens, indirectement, ils ont l'impression ils ça améliore le closing en fait des gens parce qu'ils disent: «OK, bon, je choisirai ma place pour janvier parce que sinon février, ça serait trop tard pour moi, quoi». Et il y a des gens, moi j'ai un ami qui est formateur aussi, dans la supply chain et lui ça marche super bien pour lui. Il a plusieurs milliers d'abonnés sur YouTube et tout et lui il fait des sessions, tu vois? Tous les, trimestres. Donc en fait, tu vois, Stan Leloup le fait aussi. En fait, c'est tous les trimestres, tu fais un 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 bulk d'alumni et ça marche bien parce que du coup les gens sont plus, passent plus à l'action, tu vois? Parce que la formation, c'est un truc assez particulier parce qu'il faut quand même que la personne soit, disponible, qu'elle soit motivée, enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont, plein de freins en tout cas à prendre une formation, surtout dans le marché du gros hacking. Je sais pas dans quel marché vous allez évoluer, mais il y a Kevin, tu m'entends? ouais, Ça va? petit bug dans la matrice, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'espère que ça a pas cassé ton enregistrement. Non, ça va, ça enregistre toujours. Je pourrais faire. OK, désolé, ça te fera un montage, montage à faire. Je sais que c'est chiant en plus. Ouais. Ouais. Par contre, il y a un OK. écho. Ouais, alors attends 2 secondes. Justement, je suis en train de remettre ça, on est bon. Et le micro, où est-ce qu'il est mon micro? Tac, tac, tac. Non, je vais débrancher. En plus, j'étais content parce que la fois passée, il y a eu plein de bugs, tu vois, dans notre appel. Et là, je me suis Ouais, dit, c'est parfait, ouais, c'est clair, il n'y a pas eu de bug. c'est clair. Attends, putain, j'arrive plus à retrouver mon On a- mon micro. Attends, je vais actualiser. Bon, bah, je trouve plus mon micro. Du coup, ça va être, Est-ce que là, il y c'est a un écho? Non, c'est bon. non? Ouais, mais Tu es sur le micro des écouteurs, là. je suis sur le micro de non, je suis sur le micro de c'est bizarre là, il se lance plus mon micro, je sais pas pourquoi. Je suis sur le micro de l'ordinateur. Bon, ça va faire un son un peu différent, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Je remettrai un petit message. Ouais. Pas de souci. Est-ce que Et donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, je disais les derniers trucs, voilà, c'était apprendre à vendre. ça va? Donc, apprendre à vendre. Attends 2 secondes.
Mais ça va, de toute façon, on va bientôt clôturer. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter ou pas déjà? Et puis on recommence l'enregistrement comme ça. Ouais, bah, non, moi, enfin, là, c'était fini, en vrai, les 5 conseils. C'était bon. Ben, ça va, parfait. Alors je vais y aller. Euh, c'est bon pour toi? Ouais, c'est parti. Donc voilà, merci pour ces 5 conseils. C'est beaucoup plus clair. Donc si, pour récapituler un tout petit peu, tu me recomplètes parce qu'il y a tellement de choses que j'ai dû en oublier. Mais pour moi, le plus important, c'est au début pour commencer. Lancez-vous avec, ne faites pas la formation la plus longue de votre vie. Faites, d'après ce que tu dis à Kevin, hein, c'est vraiment faites un petit un webinaire ou quelque chose comme ça où tu donnes quand même, tu fais quelque chose d'assez généraliste, tu prends le feedback et ne crois jamais au feedback tant qu'il n'y a pas la carte bleue qui est en jeu, parce que sinon c'est de la gentillesse. L'humain est de nature très gentil et il aime te dire ce que tu as envie d'entendre, alors que toi ici, il y a des trucs que tu as besoin d'entendre et pas envie. Et c'est ce que tu dois savoir pour t'améliorer. Et après, bah, tu fais le côté feedback. Euh, il y a aussi ce qui est très, 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 très important et par lequel tu as conclu avant le petit bug, c'est le côté savoir-vendre. Ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très négligé. Et les deux, trois autres, je vois ce que c'est, mais je ne sais pas les résumer. Donc, si tu serais m'aider. La deuxième chose, c'était le prix. Sur le prix que tu voulais le définir, la création de contenu. Il faut que vous créez du contenu dès day one et je disais que c'était LinkedIn, YouTube et TikTok, et le SEO qu'il fallait prioriser, et puis ouais, la vente, c'est vraiment le truc, très important. Après, franchement, dans la formation, vous avez plusieurs modèles, tu vois? Moi, je connais des gens qui font, des trucs vraiment en evergreen, quoi. C'est-à-dire que ça tombe et les gens payent directement en carte bleue. Donc ça, je pense que ça marche avec des formations un peu moins chères. Mais en tout cas moi, sur mon modèle, c'est celui-là, tu vois, qui prime. J'aime bien avoir les gens au téléphone pour, même si c'est hyper fatigant, en fait, c'est un truc que j'essaie de plus en plus de me débarrasser, mais si tu t'en débarrasses, au final, tu as moins le feedback, tu vois? Tu comprends moins les problèmes des gens et en fait, tu essaies de résoudre des problèmes. Donc tu vois, moi, le lancement de CopyGros, c'est parce que, j'avais, un avantage, concurrentiel sur un de mes produits qui était une mini produit qui s'appelle le laboratoire, qui est de la veille, de ma formation. Et en fait, quand je disais: «Oui, tu vas avoir des templates à répliquer», les gens me disaient: «Waouh, trop bien, c'est exactement ce que je voulais». Et en fait, j'ai lancé CopyGros un peu grâce à ça. Donc c'est une intuition. Tu vois? Faut suivre son intuition, faut tester. De toute façon, si ça marche pas, tant pis, j'ai envie de te dire, moi, si CopyGros ça marche pas, ça aura pas changé ma life. Je continuerai à faire d'autres trucs et puis tu sais, genre, c'est souvent le truc de se dire, moi je pense qu'il faut pas enfin le truc dernière chose, c'est que vous mettez plein d'efforts pour que ça marche un petit peu au début et puis après essayer de réfléchir à d'autres modèles, tu vois? C'est intéressant. Ça peut être un bon parti pris aussi, de se lancer sur d'autres business. Quand tu es entrepreneur, tu te lasses assez rapidement de ce que tu fais. Donc voilà, essayez de tester des opportunités, vous allez faire des rencontres, vous allez faire plein de trucs, donc je me fais pas de soucis. Parfait. Ben, merci beaucoup, Kevin. L'épisode a été très, 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 très riche en contenu et en valeur. Merci beaucoup pour tous les hacks que tu nous as donnés, toutes les astuces. Il y a des trucs que tu n'as jamais dit, que tu nous as dit ici. Merci beaucoup. C'était hyper cool. On s'est bien marré quand même et c'était vraiment pas mal. J'aimerais conclure par quelque chose que j'aime beaucoup faire dans cette émission, c'est que tu me conseilles 2 ou 3 personnes que tu aimerais voir ici sur l'émission. On ira les contacter pour les recevoir. Ouais, moi celui que j'aimerais bien voir, c'est Ruben Tayeb, qui est, un influenceur LinkedIn aussi, qui lance cette formation aussi, qui est le fondateur de Le Cocon. Il a beaucoup de choses à dire, c'était l'un des premiers aussi à faire des contenus sur LinkedIn. Le deuxième que j'aime bien, c'est le fondateur de Call CRM, Raphaël Azio, qui fait vraiment du bon taf et qui a fait vraiment un très bon produit aussi. Et enfin, je dirais, bon, allez, pour la superstar, du gros hacking en France, c'était Guillaume Cabane, qui va être un peu dur à ramener, je te le cache pas sûrement, mais qui a un bon mindset grosse que j'aime bien, qui est un vieux de la vieille. Puis même je pourrais en rajouter un autre, un dernier parce que tu m'en as dit 3, mais moi j'aime bien aussi Julien Le Lecoupanec, qui est un ancien de The Family aussi,
qui est le fondateur de Prospect Wiz, qui est un outil qui est vraiment puissant. Et du coup, lui, pour le coup, c'est vraiment, vraiment un gros, quoi. C'est les vieux grosses, tu vois. Nous, on est des dinosaures du gros hacking. Donc là, je t'ai cité un peu les 3 derniers, c'était des dinosaures du gros hacking. Donc ça peut être intéressant de les avoir. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. On va tenter de les avoir. J'aimerais savoir, parce qu'après cette masterclass que tu nous as faite, comme on dit, il y a des gens qui voudront te contacter. Donc, où est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es accessible ou pas du tout? Ouais, bah, moi sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus accessible. Sinon, sur YouTube, vous pouvez regarder, Kevin Dufresne avec 2 S, AI, 2 S, E. Vous allez me trouver normalement et puis, si vous pouvez me donner un peu de force pour l'abonnement, ça serait super. C'est le truc qui m'aide le plus en vrai. Tu sais, quand tu vois un peu les gens qui te suivent, ça te donne vraiment envie de continuer et puis, sinon au plaisir d'échanger, par LinkedIn On va avec encore grand attendre un peu pour TikTok alors. Ouais, bah, TikTok, franchement, je t'avoue, là, je fais pas beaucoup de vues, donc pour l'instant, j'essaie de rester constant. Je vous dirai d'ailleurs. Vous pouvez m'envoyer un message, me dire: «Alors, tu en es où pour TikTok?» J'espère être à 100 K d'ici là, mais on verra. On verra. En tout cas, merci beaucoup, Kevin. Et franchement, c'était vraiment génial. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je pense que tout le monde aura beaucoup appris. Donc, encore une fois, merci et je te dis à très bientôt. Un plaisir, Youssef, à bientôt. Ciao, ciao.